Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo qui n'était pas forcément prévue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la hard rock. Si vous me suivez notamment sur Instagram, vous l'avez sans doute suivi. J'étais ces dernières semaines aux États-Unis pour couvrir la hard rock. Je suivais Aurélien du Palace pour Compress Sport et je vais réaliser un film. Je vous en parlerai en moment venu, mais en tout cas, donc j'ai été dans le Colorado. Je suis passé également à Flagstaff chez Jim quelques jours. Sur le tour de Flagstaff, oui, derrière moi. Là, je suis à 2300-2400 mètres d'altitude déjà. Flagstaff, c'est à peu près 2100. Là, je vais monter à 2007, là, sommet au-dessus de Flagstaff, un des trails les plus cool pour monter au-dessus de Flagstaff. Blue Dot Trail s'appelle. Vous voyez, hein, c'est un plateau. Hein. Flagstaff, c'est un plateau en altitude. C'est un peu le désert aussi. Hein. Vous voyez beaucoup ce genre de végétation un peu méditerranéenne. Mais c'est quand même du désert. Hein. Là, c'est qu'on a une altitude, donc il y a quand même pas mal de précipitations l'hiver. Mais autrement, c'est sec. Hein. Puis là, on sent l'air est sec, il fait quand même assez chaud. Aujourd'hui, j'ai de la chance, c'est un peu couvert, mais sinon, pour cet été, ça va être rude. Avant d'aller vers le Colorado et de découvrir ces montagnes, découvrir cet événement, découvrir cette communauté, cette ambiance, cette course. Et je voulais finalement vous raconter un petit peu l'aventure que j'ai vécue. À la base, j'avais prévu une vidéo plutôt autour de mon expérience aux États-Unis, donc qui mêlait à la fois Flagstaff, à la fois le Colorado, tout en vous présentant une nouvelle montre, la montre de chez Garmin, la Fenix 7 Pro, Saphir Solar en l'occurrence pour moi. Je vais consacrer une autre vidéo qui sera plus dédiée à ça, mais vous avez été plusieurs à me demander si j'allais revenir sur cette expérience que j'ai vécue à la Hard Rock. C'était pas forcément prévu, mais finalement vous m'avez donné envie d'en parler parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, après la Western States, j'avais également sorti une vidéo. Je sais que certains d'entre vous ont un peu tiqué sur le fait que finalement, il n'y avait pas beaucoup d'images de course dans cette vidéo. C'était surtout moi qui parlais, qui racontais un petit peu ce que je vivais. Un petit disclaimer ici dans cette vidéo, ça va être un petit peu la même chose finalement. L'idée, ça va être surtout de partager mon expérience, qu'est-ce que j'ai ressenti. Évidemment, vous comprenez bien, hein, j'étais là-bas pour réaliser un film sur la hard rock, sur la course d'Aurélien. Donc c'est évidemment ça la priorité pour moi sur place. Pour autant, j'ai quand même fait aussi pas mal de photos qui m'ont illustré tout ce que je dis aujourd'hui. Également quelques petites vidéos, vous le verrez, que je vais intégrer par-ci, par-là, dans mon récit de ce que c'est cette hard rock, comment je l'ai vécu. Ça va être un petit peu agrémenté de tout ça, donc ça vaut le coup aussi de regarder la vidéo. Ça va pas être juste moi, un long monologue en train de parler. J'ai vécu un moment exceptionnel, assez incroyable pour le passionné de sport, de trail évidemment, mais aussi d'histoire que je suis, et j'ai rencontré des gens assez incroyables, donc je vais essayer de revenir un petit peu sur tout ça. La hard rock d'abord, qu'est-ce que c'est? J'imagine que vous connaissez à peu près tous cette course mythique. Ça fait partie des grands ultras mythiques sur cette planète, même si évidemment c'est la particularité, hein, c'est que c'est un ultra où il y a quand même très peu de participants, donc forcément souvent très peu de densité en termes de niveau. L'année dernière a été une exception avec la présence de Kilian Jornet, de François Daen, de Dakota Jones notamment dans les avant-postes, donc il y a eu une grosse bataille. Kilian gagne avec 15 minutes d'écart, c'est quelque chose qui est finalement très rare pour cette course. Généralement le niveau, la densité du niveau est assez faible. Il y a toujours quelques têtes d'affiche. Cette année il y avait quand même un joli plateau, mais globalement la densité c'est quand même très loin de ce qu'on peut retrouver notamment sur un UTMB, et pourtant cette course est mythique. Et quand vous en parlez avec les athlètes, avec les gens qui l'ont couru, avec les athlètes élites aussi qui rêvent de la faire, là je pense notamment à Ludo Pomoy qui était là pour pacer Aurélien cette année, qui ça fait des années qu'il essaye de faire la loterie parce que c'est une des courses qui le fait rêver, alors que Ludo, hein, il a tout gagné, il a gagné UTMB, il a gagné la Diag, il a fait toutes les courses sur la planète, et pourtant la hard rock c'est vraiment une de ces courses qui le fait rêver. Donc il y a quelque chose de vraiment de particulier avec cette course, et je vais essayer de vous expliquer un petit peu le mythe, comment ce mythe finalement s'est constitué. C'est une course déjà assez historique, hein, vous le savez, les États-Unis c'est le berceau de l'ultra trail. La Western States c'est le premier 100 miles de l'histoire, première édition en 1974. La hard rock c'est quand même bien plus récent, hein, dans l'histoire du trail. Première édition en 1992. Ça vient finalement d'une histoire assez singulière. Donc le départ de la course, l'arrivée de la course ont lieu à Silverton. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis dans les rues du mythe, dans les rues de Silverton. On va aller se balader un petit peu en ville, faire quelques images. Je de ouf. De ouf de se dire, je suis là, c'est passionné
sport et de trail, de ultra, de sport, ça, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Ok, donc là, je suis posé devant le caillou mythique, le seul unique Hard Rock Endurance 100 Silverton Lake City ou Telluride. C'est donc dans le Colorado, dans le comté de San Juan. C'est une ville minière, Silverton. Historiquement, c'est une ville minière qui a accueilli des miniers qui étaient venus pour trouver, creuser le sous-sol dans ces montagnes du Colorado et extraire tous les minerais qu'ils pouvaient récupérer. Et donc on est à la fin des années 80, un moment où le secteur minier va pas très bien globalement. Et donc c'est une ville qui est finalement assez pauvre, même très pauvre. Il y a quelqu'un de cette ville-là qui poste dans un magazine une annonce avec cette idée-là d'organiser finalement une course pour essayer de relancer un petit peu une forme de dynamisme dans la ville, relancer un petit peu de l'activité autour de cette ville de Silverton. Et là, il y a quatre personnes qui répondent à l'appel et qui commencent à travailler sur une idée de parcours, etc. Et qui, finalement, en 1992, lancent la première édition de la Hard Rock. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est en 2023, 31 ans plus tard. La course a quand même un certain passé, 10 ans de plus quand même que l'UTMB, donc c'est quand même pas rien, même 11 ans de plus. C'est aujourd'hui clairement une des courses les plus mythiques qu'il y a sur la planète. Particularité de cette course, comme je vous le disais, c'est une course avec très peu de participants. Cette année, ils étaient 146 au départ. Voilà, c'est à peu près ça, 140, autour de 140 chaque année. Quand on compare à un UTMB, il me semble qu'au départ de l'UTMB, je parle de la course, il y a à peu près 2500 personnes. Vous voyez un peu le différentiel, c'est de 1 à 20 presque, donc c'est quand même très différent. Évidemment, ça joue énormément sur l'atmosphère, j'y reviendrai, sur un peu comment c'est organisé, comment moi aussi en tant que vidéaste, photographe, je travaille sur ce genre d'événement, c'est assez particulier. Mais en tout cas, c'est une des caractéristiques de cette course, très peu de participants au départ, un peu comme la Western States, même si la Western States sont quand même 360, il me semble, à peu près, donc c'est quand même, quand même nettement plus, même si ça reste peu par rapport à ce que nous, on connaît en Europe. C'est une course vraiment intimiste et il y a une loterie pour essayer de rentrer dans cette course-là, de participer à cette course-là, et c'est une loterie qui est réputée hyper compliquée. Ça l'est, évidemment. Je prenais l'exemple de Ludo Pomoy qui a eu beaucoup de difficultés, qui a toujours des difficultés à être pris. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment de passe-droit. Alors ça, c'est ce qu'on pensait pendant longtemps parce que la course communiquait très peu à ce sujet. Finalement, on sait maintenant, aujourd'hui, c'est assez clair que en fait, il y a 6 dossards chaque année qui sont un peu réservés par l'organisation pour aller donner l'opportunité à certains athlètes, notamment des athlètes élites, évidemment, de participer à la course et de donner sans doute aussi un peu d'intérêt à cette course-là. Je pense que on ne sait pas exactement qui est choisi sur ces 6 dossards. La course ne communique pas là-dessus, mais on peut imaginer qu'un François, par exemple, avait eu un de ces dossards-là. On peut imaginer qu'Aurélien aussi, cette année, a eu un de ces dossards-là. On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, il y a 6 dossards qui sont réservés et qui sont à l'appréciation de l'organisation. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit peu 2 loteries, finalement. Il y a la loterie de ceux qui ont déjà fait la course et la loterie de ceux qui n'ont jamais fait la course. Et en fait, plus on va faire la course, plus on va avoir de chances d'être repris. Donc c'est un système un petit peu, c'est vrai que ça facilite un peu l'entre-soi. C'est-à-dire que plus on a fait la course, plus on a de chances d'être pris. Et donc en fait, ça favorise les gens à revenir et à ceux qui ont déjà fini la course à reparticiper et ainsi de suite. Il y a d'ailleurs tout un historique un peu autour de ça, c'est assez intéressant. Pendant le briefing, on appelle ceux qui ont déjà fini la course plusieurs fois et puis il y en a qui ont fini énormément de fois, c'est assez impressionnant, et qui reviennent chaque année. Je pense à cette femme qui a fini cette année pour la 21e fois notamment. Il y avait quelqu'un aussi au départ qui avait déjà fini 26 fois la course, je crois qu'il a pas fini cette année. Et vous voyez, voilà, ça participe un peu à ça, et ça participe aussi au fait de construire un peu une communauté, une forme de famille, une grande famille autour de la Hard Rock 100. Comme je vous le disais, il y a une ambiance quand même très particulière dans cette course, favorisée aussi par ce système de loterie, par un peu cet entre-soi, que de l'extérieur on peut un peu critiquer effectivement, que j'étais assez critique d'ailleurs à ce sujet. Et puis finalement, quand on est dedans, on se rend compte aussi de tous les bénéfices de ça. Tout le monde se connaît, c'est une grande famille en fait. Et il y a une forme de proximité entre chacun, entre les meilleurs, entre les athlètes les plus lambda, entre l'organisation, entre les bénévoles. Et c'est vrai que l'atmosphère est quand même très chaleureuse.
Dès lors qu'on est un peu accepté dans la famille, après c'est vrai qu'on se sent vraiment très à l'aise. Et moi en tant que vidéaste, photographe, j'avais ce genre de choses pour dire que j'étais bien un média cette année et que je pouvais faire des images. Jamais on me l'a demandé. C'est vrai que il y a quand même cette sensation, on se sent chez soi en fait, alors que moi j'étais pour le coup très loin de chez moi. Les montagnes du Colorado, du comté de San Juan étaient très différentes de ce que j'ai l'habitude de voir ici dans le Beaufortain. Et pour autant, j'ai vraiment eu ce sentiment de me sentir chez moi. Et ça, c'est vrai que ça fait quelque chose de particulier. C'est une atmosphère particulière. Pour le coup, c'est quand même hyper agréable, je trouve. Je vais vous parler maintenant un petit peu du parcours, un parcours qui est aussi a rendu évidemment mythique cette course. Le fait que cette course soit un mythe un peu aujourd'hui, c'est lié à plein de choses, à ce que je vous ai raconté un petit peu auparavant, un peu ce côté hyper intimiste et très compliqué de rentrer aussi dans cette course, et à la fois aussi évidemment son parcours qui est quand même assez singulier, assez particulier. Qui fait peur à beaucoup de monde, et je peux comprendre maintenant que j'y suis allé dessus et j'ai pu voir de mes propres yeux de quoi y retourner. C'est un parcours évidemment, d'abord son altitude qui est totalement impressionnante et qui pour nous n'a pas vraiment de sens depuis nos Alpes ici, puisque l'altitude moyenne de la course c'est 3300 mètres d'altitude. Le départ de la course Silverton et l'arrivée c'est 2800 mètres. Imaginez ici, il y a un UTMB, ça passe même pas à 2800 mètres. Donc je pense que le Grand Col Ferré, c'est un peu moins que ça. Donc ne serait-ce que de dire ça, déjà ça pose un peu la chose. 3300 mètres d'altitude moyenne, vous imaginez bien qu'à cette altitude, l'oxygène est quand même différent. Faire 160 km, parce qu'il s'agit évidemment d'un 100 miles, avec 10 000 mètres de dénivelé, à cette altitude moyenne, on imagine assez facilement que c'est quand même très compliqué. Pour ma part, j'ai quand même passé pas mal de temps aussi sur le parcours, pendant la course évidemment, mais aussi avant. Et je peux vous dire que, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai quand même vraiment souffert de l'altitude. Je vous retrouve tout droit à près de 4000 mètres d'altitude dans le Colorado sur le parcours de l'Hard Rock. Je suis en ce moment même sur les sentiers de l'Hard Rock. Incroyable. Voilà, c'est juste incroyable cette montagne. On est forcément hyper haut en altitude. On monte au sommet de la course aujourd'hui, à Andes Peak, presque 4300 mètres d'altitude, 4280. Temps de vous dire que je cherche un peu l'air, mais surtout que je suis chargé, comme vous voyez. J'ai beaucoup de matos avec moi, la caméra et tout. Donc forcément, ça aide pas à monter. Puis on est quand même pas habitué à ces altitudes. Moi je suis pas sûr de répondre hyper bien à l'altitude. Honnêtement, depuis que je suis là, j'ai pas des sensations terribles avec l'altitude, donc sans doute que c'est que je suis pas non plus. J'ai pas des qualités naturelles forcément pour ça, sans doute. Mais bon, voilà, on essaie de pas y aller trop fort et respecter son corps. Et puis voilà. Là, Aurélien est parti devant. Au sommet, il pousse un peu là quelques jours de la course pour voir comment le corps répond. Andes Peak, tout là-haut. Alors qu'on monte tout en bas là-bas, que le Hard Rock, dans ce sens ça va. Ça remonte à une petite descente et puis ça remonte 200 mètres avant de basculer sur Animal Fox, un ravito, 68e. Là vous voyez derrière moi un super petit lac qui s'appelle, d'après la carte, Garmin, Sloan Lake. Sloan Lake, super. Encore bien en glace, vraiment super beau. 4000 mètres. Ça y est, j'y suis. Ouh, incroyable. Surtout ici. Chercher l'air. Cette course fait rêver, mais je sais pas si j'aurais vraiment envie de la courir. Oh, qu'est-ce que ça doit être dur. Bon, vous me direz, je ne vais pas être en temps sur le dos. Il n'y a pas de matos obligatoire. Donc bon, incroyable quand même. Wow. Et vraiment, imaginez courir 160 km et 10 000 mètres de dénivelé sur un parcours comme ça. Déjà ici en Europe, je trouve que c'est déjà vraiment compliqué. Alors là-bas, honnêtement, je trouve que c'est vraiment un exploit sportif. Et on parle toujours de l'altitude, que c'est vraiment impressionnant. Le point culminant est à 4300 mètres, là presque, Andes Peak.
voilà, on parle toujours de ça, mais en fait, tu as raison, parce que c'est quelque chose vraiment... en fait, j'avais un peu du mal à appréhender qu'est-ce que ça voulait dire, finalement, cette altitude moyenne, passer à 4300 mètres, qu'est-ce que ça faisait finalement. Et je peux vous dire que maintenant que j'y suis allé, quelque chose qui m'impressionne d'autant plus. Pour ce qui est de la technicité, le type de terrain, en fait, quand ils ont pensé à cette course, quand dans la fin des années 80, ils ont commencé à imaginer cette course, ils se sont dit ils voulaient rendre hommage aux miniers, et donc ils ont tracé le parcours sur des chemins que les miniers empruntaient en fait pour se rendre dans les mines qu'eux-mêmes avaient construits. Et donc en fait c'est une alternance de parties assez techniques et de parties très très roulantes sur les grands chemins, des grandes pistes. C'est aussi une particularité je trouve de cet hard rock. Évidemment c'est un parcours qui est hyper sauvage, parce que ça je ne l'ai pas mentionné, mais donc on est vraiment en plein milieu du Colorado. C'est quelque chose dont on a aussi du mal à appréhender tant qu'on n'y va pas. C'est vraiment immense, tout est plus grand que chez nous, là où en Europe, notamment dans les Alpes, la densité de population est quand même assez importante finalement, même si ça reste maigre par rapport à des zones urbaines évidemment, mais en tout cas nos montagnes sont quand même relativement peuplées, il y a peu de moments où on n'a pas d'habitation, on se retrouve vraiment au milieu de rien. Là-bas c'est pour le coup tout l'inverse, c'est des montagnes immenses, vraiment des étendues immenses, il y a personne en fait, on est au milieu de rien, et donc tout de suite on se retrouve très loin de tout en fait, très loin de tout. Il y a des villes comme Silvertone où il y a 600 habitants, et voilà, c'est les grosses villes du comté, donc en fait dès qu'on est un peu dans les montagnes, vite c'est très compliqué, d'autant plus qu'en fait pour se déplacer, c'est des pistes, on va très lentement finalement en voiture, si on n'a pas de 4x4 c'est difficile de se déplacer, et donc en fait on est en termes de temps, on est loin de tout le temps. C'est difficile à expliquer, mais on se sent vite au milieu des éléments et un peu livré un peu à soi-même, ce sentiment que je trouve qu'on a moins quand même chez nous ici dans les Alpes, parce que vite on peut retrouver un village, on peut retrouver une maison, une cabane, etc. Là-bas, franchement, parfois on est au milieu de rien, et c'est assez impressionnant. Je vous disais donc ces chemins, c'est une alternance entre beaucoup de parties, en fait c'est des pistes, c'est des pistes 4x4, un petit peu des types DFC, un peu comme on connaît chez nous en Europe, donc peu technique, large, parfois peu pentu aussi, ça c'est une caractéristique, ça peut durer très longtemps, je pense notamment à cette piste qui remonte après Ouré, là dans le sens aujourd'hui, parce que je ne vous l'ai pas mentionné, mais 1 an sur 2, il change le sens de la course, ça reste le même parcours, mais le sens change. Cette année, dans le sens de cette année, il y a depuis Ouré, donc au kilomètre 92, il y a une piste, une grande piste, qui remonte pendant, je pense, 1000 mètres de dénivelé sur 13 km, quelque chose comme ça. Donc imaginez, c'est une piste à moins de 10% de moyenne. Imaginez courir ça, c'est presque une piste qu'on aurait en vélo, à faire en vélo. Ça, sur une piste large, je pense que c'est très très dur mentalement. Donc il y a cette alternance de parties finalement très peu techniques, finalement assez roulantes, avec des parties pour le coup beaucoup plus engagées. Je pense notamment à Grand Swamp Pass, où on est allé d'ailleurs avec Aurélien avant la course. Je sais que pendant la course, Aurélien a eu pas mal de soucis à cet endroit-là, parce qu'il y avait encore beaucoup de neige, beaucoup de neige. Il y avait en tout cas un névé qui avait gelé, et voilà, là on est pour le coup, quand je vous disais qu'on était au milieu de rien, là on est vraiment au milieu de rien. Et c'est très très raide, ça peut même être vite engagé, et donc en fait on a un peu cette alternance sur la hard rock, c'est très varié finalement comme terrain. Il y a des singles, il y a des chemins de montagne un peu comme on connaît chez nous, avec l'altitude en plus évidemment, et puis il y a ces grandes pistes, c'est un peu une alternance de tout ça, et qui fait que c'est un mix assez original, que je trouve qui est assez unique en son genre, et donc voilà, c'est un peu ça la hard rock. Faut pas s'imaginer que c'est que vraiment du petit chemin hyper technique, engagé tout le temps. Non, c'est pas du tout le cas. C'est aussi des grandes pistes par moment, d'ailleurs sur beaucoup de kilomètres au final. Mais il y a quand même des passages où c'est beaucoup plus montagne et presque engagé aussi. Et c'est un peu un mix de tout ça. Alors on se retrouve aujourd'hui, nouvelle reco, sur la fin du parcours. Ce sera une partie de nuit pour Aurélien. Un petit chantier, il va arriver de tout là-bas, et on remonte là-bas, dans la neige. On continue l'exploration tranquillement, plus de près de 4000 encore aujourd'hui, d'altitude, incroyable. Allez, va. Encore un endroit bien sauvage, de l'eau et tout là, pas de réseau évidemment. Ça c'est une des choses avec le hard rock
relativement marquante. C'est vraiment, on a cette sensation d'être loin du monde, loin des gens, loin, pas grand monde. On se sent vraiment petit face à la nature. Et ça, c'est un sentiment que je trouve on a beaucoup moins dans les Alpes. Forcément, c'est des montagnes qui sont un peu plus escarpées, un peu plus raides. Ici, il y a plus d'étendue, des montagnes bien plus hautes et les pentes sont moins raides de manière générale. Donc aussi, on a plus cette sensation de vraiment d'immensité. C'est quelque chose d'assez frappant, je trouve, quand on est ici. C'est vrai qu'aussi, sans doute, l'altitude, le climat, le manque d'oxygène, tout ça, c'est peut-être aussi que voilà, on est plus sensible à ce genre de choses. Ah, c'est un bon petit chantier, la fin du col. Ouais. La descente qui va être bien chantier dans le même sens. Waouh, c'est quand même superbe. Chantier ce passage, mais superbe. La souffrance. Allez, c'est parti. Pour finir, je vais vous donner un peu mon sentiment sur cet hard rock, sur mon expérience là-bas. Vous le savez sans doute, si vous me suivez depuis un moment sur cette chaîne, je suis évidemment un énorme passionné de sport et de trail en particulier, d'ultra encore plus en particulier. C'est vraiment quelque chose, l'ultra trail et l'ultra endurance de manière générale, qui me fascine parce que c'est quelque chose que j'ai encore du mal à appréhender, que je suis en constante recherche d'explications en fait sur ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Je me suis essayé moi-même à ces choses-là, j'ai pour l'instant beaucoup échoué. J'ai pas encore les clés pour vraiment comprendre et du coup c'est ça qui me fascine aussi avec cette discipline et du coup forcément sur ce genre d'épreuve, moi il y a quelque chose en plus qui m'intéresse, qui titille ma curiosité. Il y a l'aspect historique qui rentre en plus là en ligne de compte avec la hard rock. On est aux États-Unis, dans le berceau de l'ultra trail, et donc forcément il y a une dimension supplémentaire qui moi m'intéresse tout particulièrement, forcément. Et la hard rock, j'avais énormément d'attentes. Mes attentes étaient très très hautes en la matière. J'avais envie de découvrir ça, j'avais beaucoup lu, beaucoup vu de choses, évidemment. Là, quand je vous dis que j'ai beaucoup lu, j'ai dans les mains le livre d'un Grand Trail, la nouvelle édition. C'est pas compliqué, le premier chapitre c'est sur la hard rock. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça que j'ai beaucoup regardé, beaucoup lu là-dessus. Donc j'avais l'impression quand même d'appréhender cette course, de savoir un peu de quoi il s'agissait. Et finalement, je me suis aperçu en allant là-bas que j'avais compris mais que très peu de choses finalement de ce qui se passait là-bas, de cette atmosphère spéciale. C'est pour ça aussi que c'est pour moi peut-être difficile aussi de vous retranscrire exactement mon sentiment, ce que j'en pense. En tout cas, l'expérience a été exceptionnelle. Vous savez, j'ai quand même aussi j'essaie de réfléchir un petit peu à comment mêler mon travail et aussi des engagements d'un point de vue environnemental, notamment qui font que forcément aujourd'hui prendre l'avion, faire ce genre de déplacement, c'est de plus en plus compliqué. Pour moi, c'est de plus en plus compliqué aussi à assumer. Forcément, en fait, quand j'étais sur place, je me suis aperçu qu'en fait, ce voyage, si je l'avais pas fait, il y avait plein de choses que j'aurais pas pu comprendre, pu appréhender. Et donc, finalement, évidemment que là, j'ai dépensé, on va dire, mon crédit carbone sur l'année, juste avec ce voyage, même plus, puisque ne serait-ce que l'avion aller-retour, déjà, ça a épuisé mon crédit. Mais en tout cas, finalement, est-ce que je regrette? Je sais pas, parce que il y a des choses que j'aurais jamais pu voir et j'aurais jamais pu vraiment comprendre si j'avais pas été sur place et j'avais pas passé ces 10 jours sur place dans le Colorado autour de Silverton. Et pendant cette course, tous les gens que j'ai rencontrés, l'accueil a été incroyable. Ça, c'est déjà une première chose que j'ai envie de noter. En fait, c'est moi ce qui m'a marqué. En plus des montagnes, évidemment, ces montagnes sont grandes, des montagnes très belles, j'en ai autour de chez moi. Donc finalement, les montagnes, c'est pas ce qui m'a le plus impressionné. Évidemment, l'altitude m'a quand même marqué parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas ici. Mais en soi, les montagnes, pour être très franc avec vous, moi je préfère mes montagnes du Beaufortin. Pour être très très franc, c'est des très belles montagnes. Il y a des endroits magnifiques. Je pense à Grand Sand Pass encore une fois. Andes Peak, c'est merveilleux. Voilà, il y a les Green Mountains aussi en début de parcours. Là, c'est assez incroyable.
Il y a plein d'endroits comme ça très beaux, mais honnêtement, des très belles montagnes, je pense qu'on en a aussi juste à côté de chez nous. Par contre, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, que j'ai jamais vraiment retrouvé autre part ailleurs sur un événement comme ça, c'est les gens. Les gens, vraiment, je vous disais en introduction un petit peu, voilà, cet esprit un peu de famille, j'ai tout de suite été hyper bien accueilli. J'ai sans doute eu la chance aussi d'être un petit peu pris sous son aile par quelqu'un et qui m'a un peu introduit à tout le monde, et donc du coup mon expérience a été exceptionnelle. Je sais pas si c'est forcément le cas à chaque fois. Je pense à Megan X, vous connaissez sans doute Megan, qui est rédactrice en chef d'Ironfar, ce grand média trail, le plus grand média trail je pense au monde, et qui c'est un média américain évidemment, qui Megan vit à Silverton, hein, donc voilà, là elle sait de quoi elle parle, elle a couru 4 fois la course. Et Megan m'a tout de suite accueilli et un peu pris sous son aile. Et l'accueil a été juste exceptionnel. Et puis ensuite, bah voilà, elle m'a fait rencontrer un petit peu tout le monde au sein de cet Hard Rock, notamment Dale, comme il l'appelle, le race director. Je ne sais pas exactement la traduction pour nous dans notre français, mais en tout cas, voilà, Dale, personnage exceptionnel. Aujourd'hui, c'est lui qui gère la course. Personnage exceptionnel qui m'a aussi accueilli à bras ouverts. Et vraiment, moi, c'est les gens qui m'ont marqué. Les gens que j'ai rencontrés là-bas, ça a été quelque chose d'assez incroyable, et une telle passion pour ce sport, une telle passion pour cette ville, pour ces montagnes, pour cet événement, l'engouement qu'il y a autour de ça, le dévouement aussi de leur part pour cette course, c'est assez exceptionnel. J'ai rarement vu ça, je pense que j'ai jamais vu ça finalement. Et moi, c'est presque plus les gens que l'événement en lui-même qui m'a marqué, même si on sent bien pendant la course qu'il y a quelque chose de spécial autour de cette course. En plus, cette année, il y avait Courtney qui revenait, qui faisait quelque chose d'assez historique en enchaînant après la Western States, venir à la Hard Rock, qui a battu le record des 2 épreuves. Enfin voilà, il y avait quelque chose aussi comme ça qui a fait que forcément ça a ajouté du piment, mais vraiment les gens m'ont marqué. Et c'est ce que je retiendrai avant toute chose. Alors évidemment, mon histoire avec la Hard Rock, je pense qu'elle débute à peine. C'était ma première édition cette année 2023. Je pense qu'il y en aura d'autres. J'ai des gros projets pour retourner aux US et pour faire plein d'autres choses aux US et continuer d'aller essayer de comprendre ce que c'est l'Ultra Trail finalement à travers l'endroit où ça a démarré, où tout a démarré, où l'histoire a démarré. Donc j'ai évidemment des envies pour le futur, et je pense que certains rock, j'ai encore besoin évidemment d'y passer plus de temps, notamment avec ces gens-là, et de comprendre encore plus en profondeur. Je pense que cette année finalement j'en reviens avec plein de choses, mais je pense que c'est encore hyper superficiel la manière dont j'ai appris les choses, et j'ai envie d'aller creuser un peu plus. Ça c'est évident. Et en tout cas, là-dessus, comptez sur moi pour vous partager ça dans le futur si ça arrive. Peut-être dès l'année prochaine, peut-être dans les années qui suivent. En tout cas, j'ai vécu une expérience exceptionnelle. J'espère que ces quelques images, ces quelques photos, ces quelques vidéos que j'ai pu vous partager vous auront donné aussi envie d'en savoir plus sur cette course. Je vous renvoie évidemment au livre Grand Trail de Alexis, Frédéric et Aurélien, qui traitent de plein de choses sur la Hard Rock, à la fois de gens qui ont couru, qui ont gagné, évidemment Kylian, François et plein d'autres, mais qui consacrent aussi tout un chapitre à cette course. Voilà, il y a plein d'autres choses qui ont été créées autour de tout ça. Je vous partagerai évidemment le film que je vais réaliser là-dessus, qui devrait sortir dans les prochaines semaines. Je n'ai pas encore vraiment de date à vous donner. En tout cas, comptez sur moi pour vous le partager dès que ça sera public. Je vous renvoie évidemment sur mes réseaux. J'avais déjà partagé des choses. Il y a sans doute des posts, si vous ne les avez pas vus, qui pourront déjà vous donner quelques éléments supplémentaires. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous.